Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Multi-21. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas Clément, il a eu un empêchement. Je le remplace donc, c'est Louis bien sûr. Et je suis avec Clyde pour ce débrief du Grand Prix des États-Unis. Salut Clyde, comment vas-tu ? Très bien, toi ? Eh ben, écoute, ça va très bien. Je sais pas ce que tu en penses, on a vu un Grand Prix finalement pas si intéressant que ça. Le seul enjeu, c'était finalement cette victoire qui allait se jouer entre les deux Mercedes. Victoire qui est finalement revenue à Valtteri Bottas. Devant Lewis Hamilton, le podium est complété par Max Verstappen. Il devance Charles Leclerc, Alexander Albon et puis complète le top 10 Daniel Ricciardo, Lando Norris, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg et finalement Sergio Pérez qui a profité de la pénalité infligée à Daniel Kvyat. Mais finalement, la grande info de ce Grand Prix des États-Unis, ce que l'on retiendra de ce Grand Prix des États-Unis, c'est le 6e sacre de Lewis Hamilton. C'était un moment historique. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah bah oui, clairement, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que la course n'était pas si inintéressante que ça. Il y a eu vraiment, on sentait que Hamilton voulait gagner la course pour avoir le titre avec panache ou au moins être sur le podium. Et il y a eu justement une bataille très très intéressante au sommet avec la stratégie. On a eu deux stratégies complètement différentes pour les deux voitures Mercedes. Finalement, c'est celle de Bottas qui a payé. Mais Hamilton a quand même tenu avec des pneus durs pendant une durée assez phénoménale. Et même en perdant la course, on a senti qu'il a vraiment gagné le titre avec panache, ce que assez peu finalement de pilotes ont fait. Souvent une course décisive pour le titre, à moins que les deux pilotes soient vraiment très proches, ça peut être un peu ennuyant, surtout si on a un pilote qui est un peu sur la défensive et qui va ne pas faire un résultat trop mauvais, mais ne pas non plus se battre pour le tout. Là, Hamilton, il a dit, je m'en fous, de toute façon, je vais titrer presque. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine, je vais y aller à fond. Et ça, c'était vraiment assez réjouissant à voir, même pour un 6e titre, que ça compte autant pour lui de rester vraiment un pilote avec du panache. Et ce qui est intéressant, c'est que Coulthard a dit un peu après la course quelque chose d'assez intéressant. Il était très impressionné par le 6e titre de Hamilton, ce qui est historique. Il n'y a que deux pilotes qui ont 6 titres, dont l'un qui en a en fait 7. Et il comparait justement Schumacher à Lewis Hamilton en disant mais lui c'est un sportif de bout en bout et pas seulement juste pour le comptable. Je veux dire, Schumacher adorait les victoires, les titres, etc. Mais Hamilton, il veut aussi apporter un peu de panache, un peu d'être un peu un gentleman driver et d'être surtout, c'est ce que Coulthard disait, du bon côté de la règle. Oui, effectivement, et c'est vrai que c'était impressionnant de voir à quel point Lewis Hamilton voulait cette victoire, il voulait vraiment aller gagner. Il veut gagner ses titres sur une victoire en piste. Malheureusement, c'est pas le cas parce qu'il est quand même tombé face à un adversaire qui était très coriace aujourd'hui. C'est Valtteri Bottas. Et Valtteri Bottas qui a fait une très belle course, il a vraiment fait fonctionner sa stratégie lui aussi. Et malheureusement, on a l'impression qu'il se réveille un petit peu tard, Valtteri Bottas. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, la course effectivement a été intéressante sur ce duel entre Hamilton qui souhaitait l'emporter vraiment parce qu'il veut toujours être un peu flamboyant finalement dans ses victoires et dans ses titres, et Valtteri Bottas qui lui avait à cœur de montrer qu'il n'était pas simplement le numéro 2 et qu'il était capable aussi de gagner des belles courses. Et c'est vrai que ça a donné un beau duel, mais je suis un petit peu resté sur ma faim parce que j'aurais aimé quand même voir une Red Bull ou une Ferrari venir s'immiscer dans cette lutte. Oui, ça manquait effectivement. On pensait après les qualifs, parce que les voitures étaient très très proches les unes des autres, les 5 pilotes qui auraient pu prendre la pole, et on pensait que les Red Bull et les Ferrari pourraient embêter un petit peu les Mercedes, et finalement ils étaient assez loin en termes de rythme, et surtout les Ferrari. On a senti vraiment qu'ils ont marqué le pas. Bon, Vettel s'est fait sortir de la course assez vite sur un bris de suspension. Alors, dû à son accident, enfin, ça touchait du premier tour, je sais pas, mais en tout cas dû aux boss qui sont très très présents sur le circuit. Et Leclerc, il faut rappeler que Leclerc a dû changer de moteur. Il a surtout pris un moteur qui avait l'ancienne spécification, donc sans les nouvelles évolutions apportées après l'été
par Ferrari, et on sentait qu'il peinait, qu'à nouveau en termes de rythme de course, et ça a toujours été le talent d'Achille de Leclerc cette année, en rythme de course c'était compliqué de faire fonctionner la stratégie. Donc est-ce que Ferrari a pâti de la nouvelle directive aussi de la FIA? On sait que Red Bull a demandé un peu des éclaircissements techniques à propos de la façon de faire fonctionner en fait le débit d'essence, parce que Ferrari, selon eux, serait à même de faire arriver de l'essence à un endroit non contrôlé par le débitmètre, si j'ai bien compris, ce qui évidemment est totalement interdit, hein. Donc honnêtement, moi ça m'étonnerait que Ferrari ait pu tricher de façon aussi flagrante, ce que pourtant Verstappen a dit après la course, voilà ce qui arrive quand on arrête de tricher. Oui, effectivement, Verstappen qui avait ajouté ça avec beaucoup de malice, je trouve. Mais c'était une réflexion qui m'avait fait sourire. Mais effectivement, comme tu le dis, ça paraît très curieux que Ferrari ait pu tricher sur quelque chose d'aussi gros, entre guillemets. Maintenant, je pense quand même que les règles, en fait, en tout cas le règlement technique, est toujours assez différent de ce qui est réellement permis lorsque l'on regarde les tests effectués par la FIA. On se souvient par exemple de l'affaire des museaux flexibles de Red Bull, où le règlement disait on interdit les museaux flexibles, mais finalement quand on regarde le test qui était effectué par la FIA, on arrivait toujours à avoir des museaux flexibles. Et je me demande si finalement Ferrari n'avait pas réussi à trouver une zone grise dans cette réglementation, finalement de manière assez ingénieuse, qui fait que après la demande de clarification de Red Bull, ils ont été obligés de faire un petit peu marche arrière. Maintenant, c'est difficile à dire parce que, comme tu le disais, Charles Leclerc a récupéré un vieux moteur et Sébastien Vettel n'a pas vraiment eu le temps de nous montrer de quoi il était capable, d'autant plus qu'il s'est accroché au premier tour et ça l'a probablement un petit peu handicapé sur les premiers tours de course avant son abandon. Exactement, et par rapport aux qualifications, alors non, les Ferrari n'avaient pas l'avantage qu'elles avaient au dernier Grand Prix. Alors eux-mêmes l'expliquent par une stratégie différente en termes d'appui, de mettre un petit peu plus d'appui sur la voiture parce que c'est un circuit qui en réclame plus, ce qui aurait fait perdre du temps, ce qui aurait fait lisser l'avantage. Alors je ne sais pas, je pense qu'on va attendre les 2 derniers Grands Prix, on le verra pas forcément non plus au Brésil, c'est un circuit où on aura besoin de beaucoup d'appui, même si on a une longue ligne droite. Peut-être un peu plus à Abu Dhabi éventuellement, de voir est-ce que Ferrari a gardé cet avantage ou est-ce que effectivement cette zone grise qui a été supprimée du coup par la FIA va nuire à la performance moteur de Ferrari. Effectivement, mais ça c'est comme tu l'as dit, on le verra assez rapidement. Malheureusement, on n'aura pas énormément de courses pour s'en rendre compte. Et je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine pour voir si vraiment le travail de Ferrari porte ses fruits pour enfin aller challenger Mercedes sur une saison complète. Oui, ce qui manque jusqu'ici. Effectivement. Alors je te propose finalement de nous donner tes tops et tes flops. Alors d'abord en top, qui mets-tu en top de ce Grand Prix ? En top, évidemment, les 2 pilotes Mercedes qui se sont livrés une bataille absolument magnifique en piste et en dehors de la piste avec 2 stratégies complètement différentes que les 2 pilotes ont su faire fonctionner puisqu'ils remportent le doublé. Alors Verstappen est persuadé qu'il aurait pu doubler Hamilton sans le double drapeau jaune de la fin de course, c'est peut-être vrai. Mais même, on peut quand même dire que Hamilton a su faire fonctionner sa stratégie. Personne ne pensait qu'il irait aussi loin dans la course avec ses pneus. Donc c'est vraiment 2 courses très différentes, plus d'attaque pour Bottas, une bataille en piste courte sur 2 tours, mais assez belle quand même, avec Hamilton qui n'a pas hésité à défendre sa place jusqu'au bout. En top, je dirais aussi la course des Renault finalement qui s'est assez bien décantée, les Renault ont réussi à bien remonter le peloton, peut-être moins Hülkenberg que Ricciardo. Léger flop assez grand quand même pour Ferrari, en général pour Charles Leclerc qui est quand même assez loin du compte sur cette course. 2 arrêts, dont le deuxième surtout pour chercher le meilleur tour en course finalement, parce qu'il n'en avait pas besoin pour finir la course, il avait suffisamment d'avance et il était sur une stratégie à un arrêt à la base. Je pense que ça n'a pas fonctionné du tout. Léger flop, je dirais, pour McLaren qui en début de course paraissait un peu plus à l'attaque et qui finalement s'est laissé emprisonner par le trafic
par le trafic, des arrêts peut-être trop tôt. Toujours la stratégie qui est à optimiser chez McLaren, mais c'est souvent le cas dans les écuries de milieu de grille. Oui, mais je pense que ce problème des écuries de milieu de grille, c'est que le peloton est tellement resserré, et il y a tellement d'opportunités que parfois, en essayant de décaler un peu ces stratégies, on peut gagner des places. Et c'est même parfois le seul moyen de gagner des places, parce que quand vous avez 3 ou 4 voitures devant vous qui sont toutes au DRS les unes des autres, c'est très compliqué de dépasser en piste et on n'a pas trop le choix, on est obligé de partir sur une stratégie décalée. Exactement. Écoute, en ce qui concerne les tops, je vais te rejoindre pour Mercedes, et les 2 pilotes Mercedes, c'était vraiment, ils ont vraiment dominé leur sujet. Je vais aussi te rejoindre côté flop pour Ferrari, puisque effectivement ils sont vraiment rentrés dans le rang. Leclerc, il y a plus de 50 secondes, ça fait quasiment une seconde au tour, donc c'est quand même beaucoup en rythme de course. Et pour ce qui est de Vettel, voilà, un petit accrochage, un abandon sur suspension, c'est quand même dommage de ne pas avoir pu maximiser peut-être les opportunités de points. Maintenant, en top, j'ai quand même envie de mettre Verstappen, qui est un peu retrouvé là depuis 2 courses et qui termine à moins d'une seconde de Hamilton. Donc c'était à peu de choses près, je pense que Verstappen aurait pu faire fonctionner une stratégie et aller chercher Hamilton pour la 2e place. Maintenant, bon, ça n'a pas fonctionné. Il termine quand même sur un beau podium, je pense. Je pense que c'est à noter. Et puis voilà, bon, pour la lutte de milieu de peloton, je ne mettrai ni Renault ni McLaren, que ce soit en top ou en flop, puisque je pense qu'ils sont là où on les attend. En revanche, j'ai quand même envie de donner un bon point, peut-être pas un top, mais en tout cas un bon point à Sergio Pérez, qui réussit à arracher 1 point pour Racing Point alors qu'il partait des stands. Et finalement, je pense que c'est une belle course de Pérez qui roulait presque à domicile. On rappelle que le Texas est frontalier du Mexique. Clairement, Pérez, c'est l'assurance vie de Racing Point. Toujours dans les bons coups, toujours présent, il se décourage jamais, vraiment. Même si je suis assez d'accord avec toi, Pérez qui est sur une 4e arrivée dans les points consécutive, il est à 44 points, il est 10e du championnat, mais toutefois je trouve que Lance Stroll se débrouille pas mal puisqu'il est à 21 points, malgré tout bien aidé quand même par sa très bonne performance en Allemagne. Oui. Alors, écoute Clyde, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que l'on ne va pas revenir sur les duels entre équipiers. Je n'étais pas là pour le preview, donc ce serait pas très intéressant de faire le décompte des écuries. En revanche, je te propose de remplacer cette rubrique par les derniers enjeux de la saison. Lewis Hamilton est déjà champion du monde. Valtteri Bottas est assuré de repartir avec le titre honorifique de vice-champion du monde. Il me semble d'ailleurs que ce sera pour la première fois de sa carrière qu'il sera second du championnat du monde de Formule 1. Côté constructeur, Ferrari, en tout cas Mercedes d'abord, est assuré de remporter le titre déjà depuis plusieurs courses. Ferrari est aussi assuré de finir 2e. Est-ce que finalement il reste encore des enjeux sur ces 2 dernières courses? De gros enjeux, non. Là, c'est les places d'honneur, on va dire. Déjà, cette 3e place du championnat, qui est quand même assez symbolique, hein, le meilleur des autres derrière Mercedes. Faut pas non plus se leurrer, Mercedes a dominé la saison, a beaucoup profité du fait que Red Bull n'est toujours pas revenu à son meilleur niveau parce que Honda doit encore progresser, a beaucoup profité des errements de Ferrari en début de saison. Mais cette 3e place, elle se joue toujours entre Verstappen, Leclerc et dans une moindre mesure Vettel. Et là, avec le retour en forme de Red Bull, la méforme éventuelle de Ferrari, on peut avoir un duel assez intéressant entre Verstappen et Leclerc pour cette 3e place. Je mettrais Vettel peut-être un petit peu un cran en dessous, tout de même. On a aussi cette place du meilleur des autres hors top team. Ça semble assez promis quand même à Carlos Sainz. Je vais mettre Gasly un petit peu en dehors, hein, parce que Gasly est quand même piloté pour un top team jusqu'à l'été. Mais on pourrait quand même éventuellement, sur une faute d'Albon, de voir Sainz à nouveau dépasser Albon et Gasly, donc ça pourrait être assez intéressant. Le gros duel, ça aurait été McLaren-Renault, non pas McLaren-Renault, mais bien McLaren-Renault contre Renault. Mais avec la disqualification de Renault au Grand Prix du Japon, ça leur a fait perdre pas mal de points assez important, donc je vois mal Renault dépasser McLaren avant la fin de la saison, d'autant que McLaren semble être vraiment revenu au demi-poste tout autant que Renault.
Je sais pas s'il y a d'autres enjeux auxquels tu penses, Louis. Non, effectivement, je pense que tu as fait un bon tour d'horizon de ces derniers enjeux. Effectivement, la place de meilleur des autres, en tout cas au classement pilote, en dehors des top teams, semble promise à Carlos Sainz. Il a 34 points d'avance sur Daniel Ricciardo. Ça me semble être assez difficile à rattraper pour Ricciardo. Il faudrait qu'il soit sur le podium des 2 derniers Grands Prix. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me semble très fortement hypothéqué. En revanche, effectivement, c'est peut-être possible pour Renault de rattraper la 4e place de McLaren au championnat constructeur. Maintenant, il y a quand même, je vois, 38 points d'écart. C'est compliqué, mais c'est faisable. Je pense que ça sent très très bon pour McLaren. McLaren qui finalement retrouve des couleurs dans ce championnat du monde ailleurs que sur sa carrosserie. Et finalement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le sport et je suis assez content de voir cette écurie reprendre un peu du poil de la bête. Pareil, on les sent dans une spirale positive. La petite interrogation, c'est dans quelques années, qu'est-ce qui va se passer avec le moteur Mercedes, selon ce que Mercedes fera. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer cette spirale? Est-ce qu'ils vont pouvoir réintégrer réellement les top teams en étant client d'un autre constructeur engagé en Formule 1? Et je pense que ce sur quoi McLaren devrait travailler, ce serait d'attirer un constructeur en Formule 1 et c'est très difficile. Oui, mais ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, ce sera de suivre les nouvelles saisons qui vont arriver, la saison 2020, la saison 2021 et les suivantes, bien sûr, à la télé, regardez les Grands Prix, mais surtout, suivez-nous, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce Grand Prix, de cette saison qui arrive bientôt à son terme. Quant à nous, on vous dit merci. Je te dis aussi merci, Clyde, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Merci à toi. Et puis salut à tous. À bientôt.